Juin 1944, en Normandie, 3 adolescents allemands âgés de 15, 16 et 17 ans, capturés fusil en main peu après le débarquement, s'attendaient à subir le sort réservé aux ennemis vaincus. Pourtant, ce qu'ils découvrirent en France balaya toutes les certitudes instillées par Hitler depuis leur plus jeune âge. Élevés dans la haine viscérale envers ce pays, ces garçons refusèrent catégoriquement de regagner l'Allemagne une fois la guerre terminée. Et la question que nul ne soulève jamais, qu'a donc fait la France, ou plutôt offert, pour qu'ils optent pour ne plus jamais repartir? Les villages sont ravagés, les routes labourées par les blindés, le ciel obscurci par la fumée âcre. Partout gisent des décombres, des hurlements, des cadavres. La guerre a tout ravagé. Depuis ce fameux 6 juin 1944, jour de l'assaut allié massif, la Normandie est devenue un gigantesque théâtre d'opérations. Américains, Britanniques et Canadiens progressent péniblement vers l'intérieur des terres. Les troupes allemandes battent en retraite, se terrent, tout capitule, mains en l'air. Après 4 ans d'occupation nazie, la France recommence à respirer, mais d'une haleine saccadée, comme celle d'un homme qui réalise in extremis qu'il est encore vivant. À Paris, le régime de Vichy, servile face aux Allemands depuis 1940, s'écroule en silence tandis que la Normandie flambe. Sur place, cependant, nul n'a le loisir de s'en soucier. Depuis Londres, le général de Gaulle harangue les Français à la radio, promettant le retour imminent de la liberté. Mais au sol règne un désordre total. Routes éventrées et barrées, ponts pulvérisés, liaisons coupées. Les Alliés gèrent des dizaines de milliers de prisonniers allemands avec des ressources minimales. Les Normands, eux, s'accrochent tant bien que mal à la survie. Après 4 années de restrictions dictées par l'occupant, ils se nourrissaient de moins de 1200 calories quotidiennes, à peine de quoi tenir debout. Enfants, vieillards, tous crevèrent de faim. Et pourtant, la Normandie tenait bon, fière et têtue. Sur les Juifs raflés en France, à peine 3000 rentrèrent vivants. Le même système qui avait expédié ces gamins au front. C'est au cœur de ce chaos dévasté que surgissent Kurt, Heinz et Dieter. Kurt a 17 ans, Heinz 16, Dieter à peine 15. 3 gamins qui auraient dû vaquer à l'école, taper dans un ballon, imaginer leur futur. Kurt est de Remagen, Hein de Cologne, Dieter de Düsseldorf, 3 cités du Reich, 3 gosses nourris à la même propagande. L'aîné, Kurt, avait brillé au collège avant que la tourmente ne l'engloutisse. Seul parmi eux à conserver encore des bribes de livres en mémoire. Mais la guerre n'avait guère laissé le choix. En Allemagne, les nazis enrôlaient les mômes dans les jeunesses hitlériennes dès le berceau. L'obéissance primait surtout. On leur enseignait le combat, surtout l'absence de réflexion autonome. Kurt, Heinz et Dieter n'avaient qu'une unique vérité chevillée au corps. L'Allemagne, invincible, ses faux vols et pourrie. La France, un État soumis, sans gloire ni cran, capitulante en 40 jours en 1940, dépourvu de toute dignité. C'était leur credo absolu. Envoyés en Normandie au sein d'unités en déroute après des jours de furie ininterrompue, ces 3-là n'étaient ni des durs à cuire, ni des vétérans, mais des ados faméliques, épuisés, ployés sous des fusils trop pesants et des treillis flottants. Sans sommeil ni pitance depuis des lustres, ils voyaient les frappes alliées anéantir leur entourage. Le 12 juin 1944, non loin de Caen, dans un fossé gorgé de boue, au bord d'une voie normande, ils lâchèrent leurs armes. Ils levèrent les bras, s'attendant au pire. La doctrine nazie les avait abreuvés d'horreur. Prisonniers martyrisés, dégradés, exécutés. Lorsque les GI s'avancèrent, armes braquées, Kurt, Heinz et Dieter sentirent leurs jambes flageoler, la peur au ventre. Dieter, le Benjamin, serra les paupières. Il songea à sa mère, à sa demeure de Düsseldorf, si lointaine. Il se dit que c'étaient peut-être ses ultimes pensées. Mais les Alliés ne les abattirent point. Ni coups, ni brutalité. Au contraire, ils tendirent de l'eau, des rations de biscuits militaires, puis perquisition, menottes et embarquement dans un camion roulant vers l'ouest, cap sur Bayeux, première cité normande libérée post-débarquement. À Bayeux se dressait un camp de prisonniers de guerre hâtivement monté par les Alliés. Sous des tentes kaki dressées dans des prés gorgés d'humidité normande, des milliers d'Allemands étaient déjà parqués. Les Alliés en faisaient des centaines de captifs par jour. Des soldats de toutes conditions, officiers, troupiers, gradés. Et voilà que 3 gamins s'ajoutaient à la foule. Kurt, Heinz et Dieter franchirent les barrières, les yeux écarquillés. Ils scrutaient tout avec avidité, tentant de saisir l'essentiel. Le lieu n'avait rien de confortable. Boue partout, barbelés hérissés, sentinelles armées. Pourtant, une anomalie les désarçonnait qu'ils peinaient à définir sur le moment. Un semblant d'organisation, une quiétude inattendue. Les factionnaires ne braillaient pas, ne cognaient pas. Ils patrouillaient posément, vigilants sans fureur, contrairement au récit qu'on leur avait seriné. Puis le premier soir, un événement s'imprima à jamais dans l'esprit de Kurt. Un jet coulé américain longea les files de détenus, un énorme seau à la main. Il servait une soupe fumante, garnie de vrais légumes. Et avec elle, du pain frais, d'un blanc impeccable. Kurt observa sa tranche. Il l'effleura du bout des doigts, blanc pur, moelleux, avec une croûte friable qui crissait légèrement. Il la porta à ses narines, paupières closes,
L'odeur évoquait la farine noble, la tiédeur du four, un parfum ancestral et apaisant qu'il ne parvenait pas à cerner. À ses côtés, Heinz avait englouti la sienne en un rien de temps, fixant le seau qui s'éloignait, comme pour le rappeler. Dité, lui, serrait la sienne entre ses paumes, tel un trésor sacré. Kurt contempla le ciel normand, encore clair, bien après le repas. Et là, imperceptiblement, une brèche s'ouvrit en lui. Il déposa la tranche sur ses cuisses sans y toucher. Dans ce regard, fixe posé sur du pain comme une relique inédite, un élément profond s'effrita en lui. Non la crainte, mais une conviction intime. Les jours suivants l'érodèrent tout entière. Cette fois inébranlable, chaque heure au camp la dissolvait davantage, remettant en cause tout ce qu'il tenait pour acquis. La révélation majeure fut culinaire, au-delà de cette soupe inaugurale déjà stupéfiante. Non, c'était la routine implacable. Matin, midi, soir, des repas livrés avec une ponctualité inconnue dans la Wehrmacht. Les Alliés appliquaient scrupuleusement la Convention de Genève. Chacun touchait des rations flirtant souvent les 2500 calories quotidiennes, largement supérieures à ce que Kurt avait connu en opération. Il recomptait mentalement, incrédule. En fin de guerre, ils se contentèrent de boîtes corrodées, de pain racorni comme du roc, ou de jeûnes purs pendant des jours. Or ici, chez l'adversaire Oni, il se nourrissait mieux qu'en toute sa carrière militaire. Viande en boîte véritable, sans relents aigres. Fromage normand onctueux et piquant, imprégné d'odeurs de pâturage et de bétail prospère. Pain blanc au réveil, parfois beurré. Dité, le Benjamin dévorait si voracement les premiers temps que son ventre protestait. Il vomit 2 nuits d'affilée, mais persistait, terrorisé à l'idée d'une fin brutale, persuadé que c'était provisoire, que le lendemain tout s'évaporerait dans la faim et la gadoue. Mais rien ne changea. Puis surgit l'imprévu. En août 1944, les Alliés mirent sur pied des corvées agricoles pour les prisonniers. Les exploitations normandes manquaient cruellement de main-d'œuvre. Beaucoup d'hommes gisaient morts, d'autres combattaient. Les moissons pressaient. Kurt, Heinz et Dieter furent ainsi affectés aux champs des environs de Bayeux et Saint-Lô, flanqués de 2 gardes distants et sans hostilité. Ce qu'ils virent dans ces paysages normands les laissa médusés. La Normandie, malgré les batailles, conservait par endroits sa profusion originelle, comme si le sol s'obstinait à prodiguer. Les vergers ployaient sous les pommes, myriades de fruits rouges et verts suspendus aux branches en guirlandes festives. Les prairies normandes, d'un vert si vif que Dieter n'en avait jamais contemplé de pareil, paraissaient presque surnaturelles, comme sorties d'un tableau. Les vaches y paissaient tranquillement, tandis que les champs de blé s'étiraient jusqu'à l'horizon. Les potagers débordaient de légumes variés. Même en pleine guerre, malgré les restrictions, le sol normand continuait à produire abondamment, à sustenter, à offrir ses fruits. Kurt repensa à sa mère qui allongeait la soupe à l'eau pour la faire durer. Et il observa ce verger normand, ces pommes qui tombèrent d'elles-mêmes sur l'herbe simplement parce qu'il y en avait trop et il ne saisissait pas. Il ne saisissait vraiment pas. C'est alors que survint la scène que les 3 garçons n'oublieraient jamais. Un matin d'août, la fermière chez qui il travaillait les fit entrer dans sa cuisine. Elle se nommait Madame René Lecomte. Elle avait son époux était tombé à la guerre 20 ans auparavant. Depuis, elle vivait seule avec ses vaches, ses pommes et ses terres. Elle avait assisté à l'arrivée des Allemands en 1940. Elle avait vu débarquer les Alliés en 1944. Elle avait tout traversé. Et pourtant, ce matin-là, elle déposa devant eux un bol de lait chaud par personne, du beurre tout frais tiré de la baratte et une tarte aux pommes confectionnée avec les fruits de son verger. Elle ne sourit pas, elle ne dit rien, elle les observa manger, bras croisés, le regard exempt de tendresse comme de haine. Quelque chose de bien plus complexe à décrire, une forme de choix muet comme si elle avait résolu en silence de conserver son humanité quoi qu'il arrive. Malgré la guerre, malgré ce qu'elle incarnait, malgré ses propres pertes, Dité avala sa portion de tarte en silence, puis, sans raison apparente, incapable de se retenir, des larmes coulèrent doucement sur ses joues. Il ne sanglotait pas, il pleurait juste calmement, les yeux fixés sur son bol de lait. Madame Lecomte le dévisagea un instant de plus avant de se remettre à ses casseroles sans un mot. Ce geste fut sans doute l'acte de courage le plus grand qu'elle ait accompli pour quiconque. Mais la Normandie ne leur dispensait pas uniquement des leçons de compassion. Elle en prodiguait aussi sur la force brute. Et celle-ci se révéla peut-être encore plus perturbante. Car ce n'était pas seulement la nourriture ni le courage discret de cette fermière qui ébranlait les 3 garçons. C'était également ce qu'ils découvraient du front allié. La puissance industrielle déployée par les États-Unis en Normandie dépassait tout ce que Kurt, Heinz et Dieter avaient pu concevoir. Des convois de camions militaires américains défilaient sans relâche, chargés de caisses, de machines, de médicaments, d'équipements divers. Des générateurs électriques étaient dressés en un rien de temps.
Des cuisines de campagne, capables de restaurer 1000 hommes d'un coup, tournaient jour et nuit avec une efficacité sidérante. Puis, fin août, un événement s'imprima à jamais dans la mémoire d'Heine. Un soldat américain passa près du camp avec une caisse de bouteilles de verre glacées, perlées de buée dans la chaleur estivale normande. Sur les étiquettes, en lettres rouges et blanches, une marque qu'Heinz ne déchiffrait pas tout à fait. Coca-Cola. Les soldats américains burent, rirent, s'essuyèrent la bouche du revers de la main. Heinz assista à la scène immobile. La propagande nazie lui avait seriné que l'Amérique était une puissance fragile, dépourvue de culture, de substance, de véritable vigueur, un colosse aux pieds d'argile. Les soldats français, eux, observèrent la chose avec un curieux mélange d'intérêt et d'ironie sereine. Les Américains avaient franchi l'Atlantique pour libérer l'Europe, et ils avaient emporté leurs boissons gazeuses dans leurs bagages. Mais ces files infinies de camions, ces cantines qui approvisionnaient des milliers d'hommes, ces générateurs illuminant la nuit normande comme si l'électricité coulait à flot, tout cela narrait une toute autre réalité. Une réalité que la propagande avait toujours passée sous silence. Et pour la première fois depuis longtemps, les trois garçons se mirent à formuler une interrogation à la fois basique et dévastatrice. Et si on nous avait trompés? Une fois posée, cette question les hanta sans relâche. Elle s'incrusta dans leur esprit tel un éclat de bois, minuscule, discret, mais insurmontable. L'automne 1944, avec ses nuits s'allongeant et ses matins embrumés de froid sur les champs normands, leur offrit l'occasion de ruminer la réponse. Car cet automne 1944 réservait une surprise aux prisonniers. Les autorités françaises et alliées décidèrent d'instaurer des cours au camp, des cours pour enseigner la lecture, l'écriture et la conversation en français. L'idée était limpide. Ces prisonniers regagneraient un jour leur pays et il valait mieux qu'ils sachent rebâtir plutôt que de tout reprendre de zéro, abattus et démunis. Cette mesure étonnait profondément chacun, y compris les captifs. On leur avait fait la guerre et voilà qu'on leur offrait des leçons. On les avait fait prisonniers et à présent on voulait les instruire. Pour Kurt, Heinz et Dieter, c'était un élément inattendu dans le portrait de l'ennemi français tracé par la propagande. Kurt, 17 ans, le plus appliqué du trio, s'inscrivit sans hésiter au cours de français. Son enseignant, M. Armand Dupont, était un quinquagénaire, maître d'école à Bayeux depuis 2 décennies, ancien résistant qui avait planqué des pilotes alliés dans sa cave pendant 2 ans. Ses mains étaient calleuses, ses yeux lasses, mais sa patience inépuisable. La toute première séance resta muette et crispée. Kurt s'installa face à lui, droit comme un militaire. Monsieur Dupont déposa un manuel scolaire sur la table, rempli d'illustrations d'enfants gambadant dans une cour d'école. Il l'ouvrit au début et en désignant les mots du doigt, lança simplement « Bonjour maison, pain, liberté ». Kurt répéta. Son timbre hésitait, son accent était épouvantable, pourtant il répéta. Les semaines s'écoulèrent, les cours se poursuivirent, et insensiblement un lien naquit entre ces deux êtres que tout opposait. Monsieur Dupont évitait les sujets guerriers directs. Il taisait ses épreuves, sous l'occupation, mais transmettait la langue avec une fierté sereine, comme si chaque terme assimilé représentait une victoire discrète sur l'occultation imposée. Et Kurt, en mémorisant ces mots, découvrait autre chose. Il saisissait l'histoire d'un peuple ayant surmonté 1000 tourments, toujours debout et orgueilleux, non par obéissance à des ordres, mais par essence profonde. Parallèlement, Heinz empruntait une voie distincte, tout aussi décisive. À l'automne, les Alliés révisèrent les tâches. Les moissons touchaient à leur fin. On réclamait des ouvriers ailleurs. Heinz atterrit dans une boulangerie de Bayeux réquisitionnée pour les Alliés, où il contribuait à fabriquer le pain destiné aux troupes comme aux Normands. Les boulangers français du lieu, des gaillards réservés, peu loquaces mais prodigues en gestes, lui apprirent à mesurer la farine, à jauger l'eau, à palper la pâte pour en tester la consistance. Chaque geste revêtait une précision absolue. Chaque phase honorait un savoir-faire ancestral, passé de père en fils. Ces attitudes recelaient une noblesse que Heinz ne saisit pas d'emblée, mais qu'il perçut sur le champ. Un matin, le chef boulanger, un colosse aux épaules massives nommé Marcel, permit à Heinz de malaxer une pâte entière en solo. Heinz s'activa 25 minutes, les bras enfarinés jusqu'au coude, la sueur perlant au front. Quand les pains émergèrent du four, dorés à point, parfumés, Marcel les trancha, en offrit la moitié à Hein et dévora l'autre en silence. Sans louange, ni bravo, juste ce don muet, ce pain conquis par ses propres efforts. Hein dégusta sa portion avec lenteur, planté dans la chaleur de la boulangerie imprégnée de farine et de bois incandescent, cherchant le terme idoine pour son émotion. En allemand, il n'en existait pas, ou bien on ne le lui avait jamais enseigné. Il prenait conscience d'une vérité qui bouleverserait son existence. Cette fierté issue d'un ouvrage réussi n'avait cure de la race. Elle se moquait des harangues du Führer, des bannières, des tenues militaires. C'était une fierté muette, tangible, accessible à tous. Une fierté qu'un homme s'arrogeait par un labeur juste et sincère. Dité, quant à lui, opéra sa métamorphose dans un cadre radicalement autre. Affecté à l'hôpital de campagne allié,
Installé dans une école de Bayeux, il transportait des civières, astiquait les chambres, secondait les infirmières pour les pansements, les pilules. Ce qu'il observa là le stupéfia. Médecins français et américains traitaient tous les patients à l'identique. Aucune distinction de nationalité, d'uniforme. Un blessé allemand recevait les mêmes soins qu'un Américain ou un civil français. La même piqûre de morphine, le même pansement frais, la même voix apaisante promettant la guérison. Dit et vit un chirurgien français opérer un officier allemand pendant 4 heures pour lui conserver la jambe. 4 heures consacrées à un adversaire, sans la moindre hésitation, ni trace de rancune, avec la même attention méticuleuse que pour tout blessé. Un soir, Dieter déposa son seau au sol, s'avança jusqu'à la porte de la salle d'opération et observa à travers la petite vitre. Le chirurgien œuvrait depuis 3 heures déjà. Sa blouse était imprégnée de sang. Ses gestes restaient assurés, sans tremblement. Dieter demeura 5 minutes immobile dans le couloir, fasciné par ce Français sauvant un Allemand. Puis il reprit son seau et s'éloigna. Il garda le silence sur cette scène, mais elle s'imprima à jamais en lui. Puis vint Noël 1944. Ce jour inattendu pour tous au camp, le moment qui acheva de rompre les ultimes résistances. Le 25 décembre, un repas festif fut servi aux prisonniers. Le camp, qui en avait abrité plus de 4000 à l'été, en comptait toujours plus de 3500 ce soir-là. Chacun reçut un plateau, du poulet rôti authentique, pas en boîte, avec une peau qui crissait sous la fourchette et une graisse fondante qui coulait sur les doigts. Des pommes de terre au four, croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur, embaumant le beurre et le thym normand. Du pain frais que Heinz avait lui-même malaxé. Et en dessert, des tablettes de chocolat suisse distribuées une à une par un membre de la Croix-Rouge qui adressait un sourire à chacun, sans oublier le cidre normand, tiède et doux, aux arômes de pommes et d'hiver. Kurt partageait la table avec Heinz et Dieter. Ils mangèrent d'abord en silence. Dehors, une neige légère tombait sur la Normandie. Au loin, on percevait des chants de Noël entonnés par des soldats alliés dans le froid. Kurt sortit alors de sa poche le petit carnet offert par Monsieur Dupont quelques semaines plus tôt sans un mot d'explication. Avec le crayon, il traça en français, teinté d'allemand, les phrases qui synthétisaient ces épreuves depuis juin. On nous avait seriné que nous étions la race supérieure. Ce soir, des Français que nous avons occupés 4 ans nous régalent mieux que notre armée ne l'a jamais fait. Je ne saisis plus rien, ou peut-être que je commence à y voir clair. Il referma le carnet, à contempler la neige à travers la vitre de la tente. Dieter serrait son chocolat dans sa paume sans y toucher, savourant simplement sa présence luxueuse. Chacun sentait que quelque chose s'était éteint en eux cette nuit. Cette idée inculquée dès l'enfance par les harangues, les bannières et les rassemblements. La conviction d'une supériorité absolue, le mépris des autres. Elle avait péri dans le froid normand, autour d'un Noël offert par l'ennemi. À sa place, naissait une fragile nouveauté qu'ils auraient 6 mois pour cultiver. 6 mois d'hiver normand, de cours de français, de pain façonné à la main et de couloirs hospitaliers paisibles. Puis, un matin de mai, tout bascula. La guerre en Europe s'achevait. La nouvelle déferla sur le camp de Bailleul comme une marée. Les gardes l'annoncèrent sobrement au réveil. L'Allemagne capitulait. Hitler était mort. Le Reich millénaire n'avait tenu que 12 ans et s'effondrait dans les ruines de Berlin. Au camp, certains pleuraient. D'autres fixèrent le vide en silence. Les uns paraissaient soulagés, les autres égarés, comme privés de leur unique ancrage. Kurt, Heinz et Dieter la prirent côte à côte sur un banc près de la tente principale. Ils restèrent muets un long moment. Ils scrutaient le ciel normand, bleu et serein, zébré de nuages. La guerre était terminée. Ils en avaient réchappé. À 15, 16 et 17 ans, ils avaient survécu à un conflit qui avait fauché des millions. Ils auraient dû se réjouir, songer au retour, à leur mère, leur quartier, leur foyer. Mais un poids intérieur les en empêchait. Les semaines suivantes, les Alliés mirent en place les rapatriements. Liste dressée, convoi préparé. Des milliers de prisonniers firent leur paquet, rédigèrent des lettres familiales, se hâtèrent vers ce long périple vers une Allemagne en lambeaux. Car l'Allemagne était ravagée. Les bulletins arrivant au camp étaient accablants. Cologne, où 9 immeubles sur 10 avaient été rasés, n'était plus qu'un chaos de gravats et de cendres. Le pays qu'ils avaient à quitter n'existait plus. Il faudrait rebâtir dans la disette et le gel. Un matin de juin, un caporal allié se présenta dans l'atelier où Kurt œuvrait. Une liste à la main, il repéra le nom, y posa l'index. Le convoi s'ébranlerait dans 3 jours. Kurt devait se tenir prêt. L'adolescent rangea ses outils, fixa le militaire et déclara posément en français, avec les phrases que lui avait enseignées Monsieur Dupont, « Je ne pars pas ». Le caporal releva la tête, surpris, n'ayant pas saisi sur le champ. Kurt insista. « Je refuse de regagner l'Allemagne. Je tiens à demeurer ici. Il existe une procédure, je le sais. » Il l'avait patiemment découverte après des semaines d'enquête discrète auprès de Monsieur Dupont, en se préparant à cet instant décisif. Heinz et Dieter, de leur côté, avaient suivi le même chemin en secret, sans en parler entre eux.
Devant le bureau du commandant, les trois garçons se jaugèrent du regard et saisirent qu'ils avaient opté pour la même résolution simultanément, sans s'être consultés. Ils restèrent figés longtemps face à la porte close. Le silence régnait. Au dehors, le soleil estival réchauffait la Normandie comme si la guerre n'avait été qu'un cauchemar évanoui. Des centaines de prisonniers entassaient leurs maigres biens dans des camions, les yeux tournés vers l'Est, vers une Allemagne absente de leur horizon depuis des lustres. Les uns versaient des larmes de joie, les autres de terreur. Kurt, Schiens et Dieter, eux contemplèrent l'Ouest, Bayeux, la mer Normande, la France. Ils n'étaient pas isolés dans leur choix. Les archives françaises attestent que nombre d'ex-prisonniers allemands s'établirent pour de bon en France après le conflit, certains forcés d'abord, d'autres optant librement pour ne plus quitter un sol où ils avaient découvert ce que leur patrie dévastée ne pouvait plus prodiguer. Kurt s'installa à Bayeux. Monsieur Dupont lui dégota un poste d'apprenti chez un artisan du coin. Les cours de français se poursuivirent, mais désormais dans les rues, les bistrots, les halles. Un matin printanier, Kurt poussa la porte d'un café local, commanda un café au lait, lança une vanne sur la pluie, celle que tout Bayeux reprenait depuis des générations. Le patron éclata de rire. Un vrai rire, sans contrainte. Kurt quitta l'établissement, les joues empourprées de joie. Ce soir-là, il nota dans son journal « Premier Français qui rit à ma blague. Je crois que j'existe enfin ici. » Il absorba l'histoire de France authentique. Non celle déformée qu'on lui avait inculquée, mais celle d'un peuple résilient, passé par tous les tourments et toujours debout. Un peuple qui débat, qui questionne, qui s'affronte intérieurement et se retrouve au matin. En 1947, Kurt fit la connaissance de Marie-Thérèse, âgée de 20 ans, fille d'un résistant normand déporté en Allemagne et revenu squelettique mais vivant. Son père toisait Kurt d'un œil sévère au début. Pourtant, l'Allemand ne détournait pas le regard. Il l'assumait, conscient de le mériter. Peu à peu, une brèche s'ouvrit entre eux. En 1949, Kurt et Marie-Thérèse convolèrent en juste noces dans l'église de Bayeux, devant une vingtaine d'invités, avec du cidre normand et une tarte aux pommes sur la table du banquet. Monsieur Dupont avait peu d'aller jusqu'à la ferme de Madame René Lecomte 2 jours plus tôt pour la convier. Elle avait refusé 3 fois avant d'enfiler sa robe du dimanche. Kurt ne revit l'Allemagne qu'une unique fois, en 1953, pour l'enterrement de sa mère. Il prit le train à Bayeux, franchit la frontière, débarqua dans un pays méconnaissable. Dans les rues de sa ville natale, il ne reconnaissait ni les traits, ni les senteurs, ni même le ton des conversations. Il y séjourna une semaine, puis regagna la France sans un regard en arrière. NS, lui, trancha autrement. En 1947, il regagna Cologne, mais pas les poches vides. Dans sa besace, des recettes de pain normand griffonnées par Marcel le boulanger sur du papier jauni, et plus intangible mais plus pesant, une manière de faire, une rigueur, une fierté du geste méticuleux et du labeur soigné. À Cologne, il ne trouva que décombres. Sa maison avait disparu. Sa mère logeait dans une pièce prêtée par des voisins. Le premier soir, ils soupèrent à une modeste table au cœur d'une salle dénudée. Pas de four en vue. Haynes observa ses mains, celles qui avait maîtrisé la fabrication du pain normand, les mains de Marcel, et il comprit sur le champ ce qu'il devait entreprendre. Durant les premières semaines, il s'activa à dégager les décombres, à s'intégrer dans ce territoire dévasté. En 1951, il lança sa boulangerie dans un quartier en pleine reconstruction de Cologne. La façade, toute simple, arborait une peinture blanc et bleu. Sur l'enseigne, tracée d'une calligraphie impeccable, figurait un nom qui déconcertait chacun, la Normandie. À ses habitués qui l'interrogeaient sur ce choix, il répliquait invariablement, un sourire serein aux lèvres, parce que c'est là que j'ai découvert le sens d'accomplir un travail valable. Lorsque le camp referma ses grilles, Dieter refusa de rejoindre un convoi vers l'Est. Il sollicita un transfert à l'hôpital de Caen, où tout repartait de zéro. Caen gisait quasi rasé par les bombardements du débarquement. 75% des édifices en ruine. Remettre sur pied l'hôpital, prodiguer des soins aux patients dans des locaux de fortune, œuvrer avec des ressources comptées au sein d'une cité en perpétuels travaux, tout ceci tempéra Dieter d'une manière irremplaçable. Il se forma aux soins infirmiers tout en apprenant le français et progressivement, il saisit une leçon bien plus ardue. Appréhender les gens en profondeur, au-delà des simples cures. Il découvrit leur humour tenace, leur lien viscéral à leur cité, même pilonné en miettes. Au moment de son départ, il déposa une lettre destinée à l'hôpital. Des décennies plus tard, les archivistes de Caen la dénichèrent dans un classeur administratif, rédigé en français d'une écriture nette et fluide. Elle proclamait « Je suis arrivé ici en ennemi. Vous m'avez traité en être humain. C'est la seule victoire qui vaille vraiment. Je n'oublierai jamais la Normandie. Elle m'a enseigné ce que mon pays avait perdu de vue. Qu'on n'élève rien de grand sur le dédain d'autrui. La France n'était pas idéale. Aucun pays ne l'est après la guerre. Mais dans les actes de Madame Lecomte, de Marcel, de Monsieur Dupont, elle a révélé son meilleur visage. La France n'a pas conquis ses 3 garçons par les armes. Elle s'est contentée d'être fidèle à elle-même et cela s'est avéré suffisant.